Bonsoir à tous, bienvenue sur cette webconférence une nouvelle fois dédiée au coronavirus. On a encore la chance d'avoir la présence du professeur Flippo avec nous. Bienvenue à tous. Je vois que vous êtes des habitués, tout le monde nous fait les petits coucous, Annie à Limoges, de Toulouse, etc. Donc bonsoir tout le monde. On va laisser un petit peu les gens se connecter parce qu'une fois n'est pas coutume, nous sommes à l'heure. Je suis à l'heure. Donc, on n'a pas eu de problème technique. Vous voyez un peu comme le professeur Flippo devient un expert de notre système. Je vais commencer par quelques infos qui vous concernent tous. Voilà, comme je vous disais, le professeur Flippo est avec nous et Ludivine qui est toujours là et qui assure dans la partie chat, qui vous donne les informations au bon moment. Trois nouvelles à vous partager ce soir. Il y a donc un projet en cours avec France Asso Santé, un projet pour lequel l'ANDAR est partenaire, qui s'articule autour de la douleur. C'est un projet qui est pilote et qui est donc centré sur les personnes qui sont suivies en Île-de-France. Il y a un petit questionnaire. Ludivine va vous mettre le lien vers ce questionnaire. Et voilà, c'est fait. Elle est merveilleuse. Si vous êtes éligible à ce dispositif qui vous permet en fait de bénéficier d'une prise en charge tout à fait spécifique autour de la douleur, donc n'hésitez pas, vous le tentez et peut-être que vous serez donc éligible et que vous pourrez en bénéficier. Un deuxième projet qui s'appelle Mon Covid-19. Alors là, ça s'adresse particulièrement aux personnes qui ont eu le coronavirus et qui pourraient en faire témoignage à travers des vidéos ou des écrits. En fait, l'objectif de ce projet-là, et Ludivine va aussi vous mettre le lien, c'est de servir de mémoire un petit peu à cette épidémie pour qu'ensuite les chercheurs puissent s'en emparer et développer des informations qui pourraient être pertinentes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez eu le coronavirus, allez témoigner sur Mon Covid-19. Et la dernière, c'est l'équipe de psychologie de la santé du laboratoire de l'Université de Lorraine qui mène une recherche autour de la douleur, justement, et qui cherche à élaborer une échelle psychologique dans cette évaluation de la douleur. Donc là aussi, vous êtes tous évidemment concernés, puisque polyarthrite égale malheureusement douleur. Donc, n'hésitez pas à y participer. Ludivine vient de vous mettre le lien. Donc, beaucoup d'informations là, mais n'hésitez pas, selon vos profils, à participer. C'est important. On a besoin de vous. Je vois qu'il y a déjà des questions. Donc non, le projet pilote sur la douleur, c'est réservé à l'Île-de-France. Je sais, c'est pas beau, mais en fait, comme tout projet pilote, l'objectif est qu'éventuellement ça se décline après. Donc si vous êtes dans une autre région, ne désespérez pas, ce projet pilote pourrait être décliné à l'avenir. Voilà. Donc, je laisse la parole au professeur Flippo qui va nous faire une nouvelle fois une mise à jour parce qu'il est impressionnant, mais il est très, très à jour. Et il est très, très à jour parce que, vous allez le voir, des publications sur le sujet, il y en a pléthore. Donc, René Marc, je te laisse la parole. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je reconnais que mon doigté ce soir a permis une connexion directe. Je pense que Ludivine n'y est pas non plus totalement innocente. Donc, on se retrouve pour la troisième fois. Ça ne sera probablement pas la dernière, mais n'hésitez pas à dire à Sonia que vous vous lassez du professeur Flippo et que certaines préféreraient un grand blond, une petite brune, une grande rousse. Ne vous gênez pas. Mais sinon, on se reverra probablement. Et on avait souhaité vous proposer ce webinar ce soir, un tout petit peu après le déconfinement. Donc, c'est l'occasion de faire un petit point d'actualité à la lumière, depuis quelques jours, du déconfinement. Alors, c'est vrai que l'actualité scientifique est en quantité absolument considérable. On n'a jamais vu, même à l'époque du sida, autant de publications scientifiques. Vous voyez que sur la polyarthrite rhumatoïde, il y a habituellement 2-3 000 publications par an. Et là, on arrive quasiment aujourd'hui à 2 000 publications par semaine. Sachez que ce sont des publications qui, pour certaines d'entre elles, sont des éditoriaux, des mises au point. Malheureusement, nous n'avons que très peu d'études scientifiques de bonne qualité et nous n'avons toujours pas
d'études scientifiques qui permettent d'avoir des réponses sur le traitement du Covid. J'y reviendrai. Alors, on commence par nos deux questions, me direz-vous, traditionnelles. La première question, c'est si j'ai de la polyarthrite, est-ce que j'ai plus de risques d'attraper le Covid? Et si j'attrape le Covid, est-ce que j'ai plus de risques de faire une forme grave? Alors, pour la première question, nous n'avons aujourd'hui que très peu de données et très l'information sur la première série de 1000 personnes qui ont attrapé le Covid. Normalement, les maladies inflammatoires, c'est au moins 1 à 2%. Et si on met le psoriasis, ça fait 5%. Donc, si on prend le psoriasis, la maladie de Crohn, la rectocolite, la polyarthrite, la spondylarthrite, normalement, il y a à peu près 5% de la population générale. Et vous voyez, chez les Chinois, 0,2% seulement avec de l'immunodépression. Donc, c'était assez rassurant. Alors aujourd'hui, diapositive suivante, parce que j'ai un petit peu plus travaillé que d'habitude, on essaye dans tous les pays du monde de recueillir tous les cas de maladies inflammatoires qui ont attrapé le Covid. Je vous rappelle que si vous avez attrapé le Covid, vous renseignez et vous témoignez, parce qu'en fait, il y en a peu. Et nous avons depuis quelques jours les tout premiers résultats de l'unique cohorte française. Tous les rhumatologues de ville et tous les rhumatologues hospitaliers de France, depuis maintenant 2 mois, normalement, dès que quelqu'un a de la polyarthrite, de la spondylarthrite, du lupus, et qui a attrapé le Covid, eh bien, il y a une cohorte nationale qui permet de les regrouper. Eh bien, vous voyez, en épidémie, il n'y avait que 476 cas. Et quand on regarde la polyarthrite rhumatoïde, c'est bien sûr, vous le savez toutes et tous, la maladie la plus fréquente, c'est un tiers. Donc, on a aujourd'hui un peu plus de 100 à 150 personnes sur toute la France avec une polyarthrite rhumatoïde qui ont attrapé le Covid. Autrement dit, si je dois donner quelques noms à Sonia, je pourrais vous donner quelques noms, car vous savez que c'est surtout l'Est, le Nord et l'Île-de-France. Donc, à Montpellier, il y en a probablement très peu qui ont attrapé le Covid et qui ont la polyarthrite rhumatoïde. Alors, quand on regarde sur la diapositive suivante ce qui s'est passé, alors là, il faut être très, très prudent. Vous voyez qu'en l'occurrence, eh bien, plus de 2 fois sur 3, c'est une forme légère. On fait un peu de fièvre, on tousse, on reste à sa maison. Vous voyez que dans un quart des cas, ce sont des formes dites modérées. Ça veut dire que globalement, on reste bien fatigué pendant 2 semaines et ça peut durer quelques semaines. Nous, et ça va être la question suivante, est-ce que je fais une forme sévère? Eh bien, faire une forme sévère, ça reste très rare et les chiffres que vous avez vus passer, c'est quand même beaucoup de gens à l'hôpital, c'est-à-dire les gens qui sont suivis par le professeur Filippo à Lille. Donc, on attend d'avoir tous ceux qui ont attrapé le Covid à la maison, qui parfois n'ont vu que le médecin généraliste, et le médecin généraliste, il ne déclare pas sur Internet le cas de Covid. Donc, surtout, si parmi vous, il y en a qui ont fait ou qui pensent l'avoir fait, parce que vous savez que quand on était mi-mars, mi-avril, si on fait de la fièvre, qu'on tousse et qu'on ne sent plus les odeurs, on reste chez soi, on prend du Dafalgan et on ne va pas faire forcément le test. Donc, si vous pensez l'avoir fait, eh bien, dites-le à votre rhumatologue et votre rhumatologue, eh bien, il faudrait qu'il le déclare, c'est-à-dire qu'on puisse recueillir les cas légers. Donc, pour le moment, est-ce que j'en fais plus? On n'a pas de données réelles. Est-ce que j'en fais plus de formes graves? Alors, jusqu'à la fois dernière, je vous ai dit aucune donnée scientifique. Aujourd'hui, par honnêteté, je vais vous donner les résultats d'une étude où quand même, il y a un petit risque supplémentaire. Alors, vous savez que jusque maintenant,
Qui fait des formes graves? Eh bien, ce sont les obèses, ce sont les diabétiques, ce sont les cardiaques. Et nous, on avait dit, ou alors, il vaut mieux. J'ai quand même souhaité, alors voilà la diapositive suivante. Donc, on a quand même souhaité vous donner une information extrêmement récente. C'est une étude qui n'est pas encore publiée, car vous savez que dans le Covid, il y a un souhait scientifique de communiquer le plus vite possible, mais quand on communique très vite, ben parfois les études ne sont pas de bonne qualité. Mais c'est quand même un travail qui est fait en Angleterre, et vous voyez qu'il y a plus de 5000 morts. Donc, on a pris plus de 5000 morts et on a regardé qui c'était. Eh bien, ce sont des personnes âgées, ce sont plutôt des hommes, car vous savez que les femmes sont génétiquement programmées pour subsister parce qu'elles font des bébés, donc il faut qu'elles survivent. Les hommes, il en faut un par-ci, par-là, ça suffit. C'est les obèses, c'est les maladies chroniques. Et nous, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est ça qui est discutable, ils ont regroupé la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et le psoriasis. Et vous savez que ça représente un peu plus de 5% de la population. Et ils ont regardé si les gens étaient un peu plus morts ou un peu moins morts. Et vous voyez, donc c'est des statistiques. On nous dit 1,23. 1, ça veut dire que c'est comme la population de base. 1,23, ça veut dire qu'on a 23% de morts en plus. C'est pas beaucoup. Je vous rappelle que quand vous fumez, vous avez 4000, c'est pas 1, c'est 4000 fois plus de risque de faire de la polyarthrite rhumatoïde. Hein? Donc vous voyez, s'il y en a encore qui fument parmi vous, vous allez me dire il est trop tard. Mais là, on a vraiment intérêt à arrêter de fumer. Donc, c'est un petit signal, mais c'est un signal qui mélange 3 maladies différentes. On ne sait pas si les malades étaient actifs ou en rémission, on ne connaît pas les traitements. Donc, ça reste un petit signal de prudence. Ça, c'était pour répondre. Est-ce que j'ai plus de risques? Est-ce que j'ai plus de risques de forme grave? On va rester prudent. Il y a un petit signal, mais vraiment, pour le moment, vraiment rien d'inquiétant. Alors René-Marc, j'ai déjà des questions pour toi. Est-ce qu'on a Oui. plus de risques si on a une polyarthrite et un diabète ou une polyarthrite et un problème de thyroïde? Alors, polyarthrite et diabète, oui. Surtout un diabète déséquilibré. Tous ceux qui n'ont pas leur hémoglobine glyquée en dessous de 7%, donc le diabète, ça c'est, vous avez 2 fois plus de risque de passer à la casserole. Donc là, ce n'est pas 23%, hein. Là, c'est 200%. 200%, ce n'est pas 23%. Et la thyroïde, pour le moment, la thyroïde, il n'y a pas grand-chose. Les maladies de la thyroïde, ce n'est pas visiblement des maladies à risque, mais vous savez que la thyroïde, ça peut être une thyroïdite auto-immune. Mais dans les études actuelles, c'est surtout toutes les personnes âgées qui ont la thyroïde qui ne fonctionne plus après la ménopause. C'est ce qu'on appelle l'hypothyroïdie après la ménopause. Et ça, pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui est mis en avant dans les formes graves. Diabète, oui. Thyroïde, plutôt non. Et hypertension? Alors, hypertension, c'est compliqué parce que là, dans cette étude sur les morts, l'hypertension, ça ne ressortait pas. Mais dans toutes les études, l'hypertension, c'est pas bon. En fait, l'hypertension, elle abîme les vaisseaux sanguins. Et quand on attrape le Covid, il vaut mieux avoir des bons vaisseaux sanguins. Donc, l'hypertension, c'est pas bon. Ok. Pour le diabète type 1 ou type 2 ou les deux? Alors, la très grande majorité des gens, c'est le type 2. Mais comme c'est par la fragilité, ça abîme les vaisseaux sanguins. Le 1 et le 2, les deux, ce sont des facteurs de risque de forme sévère.
En fait, Ok, ce qui alors sera évidemment, là, important et que vous avez déjà bien compris, voilà, c'est surtout quand on va les additionner. Si vous avez qu'une polyarthrite qui va bien et un diabète qui va bien, ça peut aller. Mais si vous êtes un peu obèse, si vous fumez un peu de cholestérol, alors là, ça ne va plus aller. Ok, donc je vais pas te faire la liste parce que là tout le monde donne un petit peu ses comorbidités, enfin, ses maladies associées, son histoire de la maladie. Donc en résumé, c'est ce que tu viens d'expliquer. C'est plus on cumule les risques, forcément, plus le risque grossit. Donc la prudence est encore plus de mise. Voilà. Après, il faut toujours relativiser. Vous voyez, sur la diapositive qui est encore à l'écran, on va dire ces trois maladies augmentent de 23%. Mais l'obésité, c'est 200%. Le sexe masculin, c'est 200%. Et l'âge, pour ceux qui ont plus de 70, qui ont plus de 80 ans, ça peut être 1000, 2000%. Donc, vous voyez, tout est relatif. Il y a des facteurs plus ou moins importants. Nous, pour le moment, c'est léger, léger. Alors, Sonia? on nous pose des questions tout à l'heure sur la diapo. Il y avait FR, donc on te demande ce que ça veut dire. Et là, HR ajusté, si tu peux expliquer. Alors, FR, je pense que ça doit être facteur de risque. Ça n'est pas le Oui. facteur rhumatoïde, c'est vrai. Et HR, ça veut dire hazard ratio, c'est-à-dire que c'est un ratio, c'est un rapport, comme une division. Quand on est comme la population normale, bah c'est 1. Si on est en dessous, ça veut dire qu'on a moins de risques. Si on est au-dessus, ça veut dire qu'on a plus de risques. Bon, voilà. Ok, C'est des on mots te demande aussi statistiques. si les publications dont tu parlais tout à l'heure, notamment sur celles que tu relèves sur PubMed, sont fiables. Alors, la majorité, non. Mais quelques-unes sont fiables et certaines sont fiables, mais elles sont sur des toutes petites expériences, peu de malades, et parfois elles sont sur peu de malades, ce qu'on appelle en ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison. On en a discuté sur les webinaires précédents. Est-ce que le plaquenil pourrait éviter le coronavirus? Eh bien, on n'en sait rien. Il n'y a aucune étude solide pour dire oui ou non. Voilà. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que les journalistes et les hommes politiques sont un petit peu perdus et qui disent un peu n'importe quoi, ou que même un président de la République aux États-Unis, que je ne nommerai pas, eh ben, est capable de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, si vous prenez du plaquenil, personne ne sait à quoi ça sert. Alors là, il y a une question qui revient de Valérie. Je veux bien la Alors poser, après, mais on avait sélectionné le. Oui. Donc elle a fait le bah Covid. ouais, j'ai fait une prise de sang positive IgM et négative PCR. Mon rhumato pense que je suis faux positif et que les tests sanguins ne sont pas sûrs. Donc c'est pas vraiment une question, peut-être un Alors, commentaire. voilà, on dit que les études scientifiques ne sont pas toutes et même le plus souvent de bonne qualité. Pour le moment, quand vous faites le test au fond du nez, la fameuse PCR, si elle est positive, a priori, c'est que le coronavirus, il est là. Par contre, elle peut être négative. Donc, vous pouvez avoir une PCR négative, mais vous avez quand même fait le coronavirus, mais le prélèvement n'est pas de bonne qualité, on l'a fait un petit peu trop tard, ou il n'y a pas beaucoup de coronavirus. Donc, la PCR, si elle est positive, globalement, on considère que vous avez le coronavirus
Si elle est négative, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas fait. Les tests sanguins. Les tests sanguins aujourd'hui, il y en a plusieurs. Ils vont être validés pour 2 ou 3 d'ici quelques semaines. Donc, pour le moment, ils ne sont pas tous fiables. Ça veut dire que si la prise de sang est négative, eh ben, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait le coronavirus. Par contre, si elle est positive, on peut considérer que vous avez fait le coronavirus qui est peut-être pas tout à fait normale, et bien peut-être que vous pouvez faire le coronavirus, mais la prise de sang, elle sera négative. C'est possible. Et ça va être étudié, car on va vous proposer, quand vous serez revu dans les hôpitaux, on va vous proposer de participer à une cohorte de toutes les polyarthrites, les spondylarthrites de France. Et quand le test sera remboursé par la sécurité sociale, eh bien, l'idéal, ça sera d'être testé par la prise de sang, une prise de sang fiable. Et comme ça, on saura si oui ou non, combien de polyarthrites ont attrapé le Covid et ceux qui l'ont fait, est-ce que la prise de sang, elle reste positive si le Covid revient demain? Donc, on vous proposera très certainement à la majorité d'entre vous de participer à la cohorte de la Société française de rhumatologie. J'en ai pas encore parlé à Sonia, mais on proposera aux associations d'être partenaires. Et là, on aura beaucoup d'informations pour les mois, les années à venir, si ce foutu virus n'a pas de vaccin ou s'il revient dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ok. Alors, on avait dit avec Sonia, on va parler surtout du confinement, déconfinement. Et déjà, est-ce qu'il y a des résultats sur les rhumatisants qui ont été confinés? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'avais juste quelques diapositives, car oui, on a 2 petites publications qui ont évalué ce qui s'était passé. Alors ça, c'est une publication en Amérique uniquement sur les 2 premières semaines de confinement. Donc, ce n'est pas là où il y a l'impact le plus important. Vous voyez qu'il y a eu 530 rhumatisants et la polyarthrite rhumatoïde, c'est 60%. Vous voyez, ils ont tout mélangé, de l'arthrose, du lupus, mais un peu plus de 1 sur 2, c'est polyarthrite. Ben, vous voyez que déjà, sur ces 530, mais on est à 2 semaines de confinement, 0 cas de Covid. On a abordé entre vous quelques petits résultats de ce qui a pu déjà être vécu de votre côté depuis le confinement. Je vous rappelle que ça n'est que 2 semaines de confinement. Vous voyez qu'un patient sur 5 a vu son rendez-vous avec son rhumatologue annulé. 1 sur 10 est passé en téléconsultation. Et moi, bien sûr, en tant que docteur, je retiens que seulement 1,5% avait changé de lui-même son traitement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Diapositive suivante, c'est que du côté du patient, ce qui est remonté dans ce questionnaire, c'est que globalement, le Covid-19, avec nos amis les journalistes, forcément, ça a généré énormément d'anxiété, de stress, de peur. Et comme on a dit que la maladie rendait fragile aux microbes, comme on a dit que les biothérapies rendaient fragiles aux microbes, c'est logique d'avoir peur du coronavirus. Donc, beaucoup ont retenu qu'il pourrait y avoir un rôle aggravant du traitement, et donc il y en a qui se sont dit il vaudrait peut-être mieux l'arrêter. Mais vous voyez que dans cette étude, il n'y en a que 2% qui ont arrêté. Bien sûr, il y en a qui se sont dit il vaut mieux se protéger, mais ce ne sont que des premières données. Et là, vous allez voir, c'est un travail allemand. Sur les 2 diapositives qui suivent, on n'en a pas sélectionné 50.
Donc, le travail suivant. Merci. J'espère qu'on n'a pas perdu la connexion. Non, non, tu es là. Donc, je suis toujours là. Vous m'entendez toujours. Donc, sur le travail allemand, donc vous voyez que là, il y a 656 personnes et à peu près 1 sur 2 la polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez que ce qui rassure le docteur, 9 sur 10 ont continué leur traitement. Et diapositive suivante, donc ceux qui ont continué leur traitement, bah, vous voyez, il y en a 1 sur 2, il ne s'est pas posé de questions, il a continué son traitement. Il y en a qui ont continué parce qu'ils avaient plus peur que la maladie réévolue par rapport à la peur du Covid. Il y en a quand même quelques-uns qui ont arrêté parce que le docteur leur a dit d'arrêter. Mais vous voyez, c'est seulement 6%. Et vous voyez que les Allemands qui sont très disciplinés, eh ben, il y a moins de 2% des patients qui ont arrêté d'eux-mêmes. On a très peu de données publiées. Ce sont des Allemands, ce sont des Américains à 2 semaines. Pour le moment, le docteur n'a pas l'impression que beaucoup de patients ont arrêté, ont espacé, bref, ont bricolé leur traitement, car effectivement, vous le savez, à partir du moment où on a pour éviter d'être en poussée. Donc là, j'ai disparu à l'écran. C'est normal, parce que tu n'as pas beaucoup de débit, j'ai coupé ta caméra. Très bien. Donc ça, c'était les données sur confinement, déconfinement. Et il nous reste une troisième partie sur les questions du déconfinement, déconfinement. Et je vous avais promis de vous donner les premiers résultats sur l'enquête à laquelle plus de 300 d'entre vous ont participé. Alors, déconfinement, est-ce que j'ai droit au masque? Alors, la réponse est oui, si on considère que vous avez une immunosuppression sévère. Si on considère que vous avez une immunosuppression sévère, votre docteur peut vous faire une ordonnance avec 10 masques par semaine. Immunosuppression sévère, ça veut dire être le plus âgé possible, avec de la cortisone à la dose la plus élevée, avec du méthotrexate et une biothérapie. Là, vous êtes sur une immunodépression sévère. Si vous êtes jeune, si vous n'avez pas de cortisone, si vous n'avez presque pas de méthotrexate et que vous êtes en pleine forme, même avec biothérapie, ce n'est pas une immunosuppression sévère. C'est pour ça qu'au niveau de la Société française de rhumatologie, on a repris les textes qui permettent de garder le retrait d'activité professionnelle et les masques, mais ça se juge au cas par cas. Dans le texte, c'est vous pouvez être considéré en personne à protéger. Voilà, c'est la diapositive sur un texte qui est aujourd'hui sur le site de la SFR. Donc, c'est une possibilité. On n'est pas obligé de vous déclarer comme personne à risque. C'est une possibilité. Ça va se discuter avec votre médecin et rhumatologue au cas par cas. On va tenir compte du terrain, votre âge, votre sexe, vos antécédents, les comorbidités dont on a parlé. Est-ce que la maladie est en rémission, oui ou non? Est-ce qu'il y a de la cortisone, du méthotrexate? Et il est bien évident que si j'ai une femme qui est enseignante, elle a 42 ans, elle est en maternelle, la polyarthrite n'est pas bien équilibrée, elle a un peu de cortisone, ben Claire, elle va rester à la maison. Par contre, si j'ai quelqu'un qui a de la spondylarthrite ankylosante, il a 25 ans, il n'a pas de cortisone, pas de méthotrexate, il va très bien, même s'il fait sa biothérapie toutes les semaines ou tous les 15 jours, il pourra reprendre le boulot. Donc, ça va être du au cas par cas et ça va se discuter avec vous, entre le soignant et le patient. Et très honnêtement, parce que mon discours est très franc, ça, on va tenir compte de vos peurs. Si vous avez très peur, eh ben, on vous mettra en retrait. Et il y en a qui n'ont pas très peur, qui veulent reprendre leur boulot, eh ben, eux, on sera beaucoup plus favorable. Donc, on tient compte du terrain et des peurs et croyances.
vos peurs à vous et aussi les peurs du docteur. Il y a des rhumatologues, ils ont peur, plus que d'autres. Et pour le Donc, personnel soignant, eh bien, il y a tout un texte où effectivement, ils peuvent travailler à l'hôpital, dans les cliniques, mais voilà, on va tenir compte de tout ce que je viens de vous dire et on va plus ou moins les mettre en retrait. Alors, par René Marc, exemple, la question qui se pose là et que tout le monde se pose, c'est donc en fait c'est une décision entre la personne et son médecin, et c'est le médecin qui va déterminer le seuil finalement. Parce que là, par exemple, pour les masques, on nous dit la Sécu m'a dit qu'avec une polyarthrite, je n'y avais pas droit. Mais en fait, c'est le médecin qui va déterminer ce niveau d'immunosuppression et voilà, c'est pas la c'est sur, Sécu. c'est sur prescription médicale. Donc, pour le travail, le médecin fait un certificat médical et pour les masques, il fait une ordonnance. Donc, c'est sur prescription du médecin. Donc, c'est au médecin avec vous. Effectivement, c'est le médecin qui le fera. Le médecin, il a ses directives que l'on discute ensemble. Et voilà, c'est le médecin qui décidera, mais vraiment, c'est une décision partagée. Vous voyez, j'en ai vu une cette semaine et globalement, elle va pas trop mal. Elle va pas trop mal. Donc, elle travaille et puis elle me dit, mais oui, mais. C'est-à-dire que tout de suite, je sentais qu'elle n'avait pas trop envie. Elle me dit, oui, mais je travaille à la banque et je reçois les espèces. Ah bah là, j'ai dit, ah bah oui. Ah bah là, elle va recevoir de l'argent, des billets, des pièces toute la journée, tripotés par n'importe qui. Ah bah là, j'ai fait le certificat. Donc, médicalement, pour moi, elle n'était pas en immunodépression sévère parce que c'est dans le texte du 5 mai, c'est pas la maladie. Il y a un petit changement dans le texte du 5 mai, c'est immunodépression. C'est pas le nom de la maladie. Et c'est immunodépression acquise ou congénitale. Donc nous, c'est acquise. Donc ça va être en fonction de l'état général et des traitements. Donc, ça se discute au cas par cas avec son docteur. Donc c'est pas le médecin du travail qui t'oblige à reprendre ou à rester Ah chez non, toi. non, 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 c'est votre docteur traitant, votre médecin de famille ou votre rhumato qui vous fera le certificat. Ce n'est pas le médecin du travail. Non, non, Donc c'est votre. pour répondre à Florence qui demande si elle peut rester en télétravail, est-ce qu'on lui conseille de maintenir ça? Je dirais oui, et c'est valable pour tout le monde, hein. Alors, absolument, tous ceux qui peuvent rester en télétravail, eh ben, ils restent en télétravail. Si l'employeur dit non, 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 vous reprenez le boulot. Si vous n'êtes pas personnel soignant, eh ben, le docteur vous fera le certificat qu'il faut. Par contre, pour les personnels soignants, c'est le médecin du travail. Hein, je vous rappelle que les personnels soignants, ils sont très exposés, plus ou moins, mais on est obligé qu'ils travaillent. Eux, ils ne peuvent pas dire oh ben non, moi je suis professeur de collège, je n'ai pas envie d'aller du travail. Non, non, là, les personnels soignants, il faut qu'ils bossent, il faut qu'ils soignent les gens. Sinon, ils n'avaient qu'à faire autre chose. Donc, pour les personnels soignants de la fonction publique, le médecin du travail intervient. Mais si vous n'êtes pas personnel soignant, c'est votre docteur, il vous fait l'ordonnance pour les masques, il vous fait le certificat pour bénéficier du retrait de travail en conformité avec les textes du 20 avril et du 5 mai. Ce n'est pas le médecin du travail qui décide. Ok. OK? Alors, ben ça, c'était bon. On pourra revenir sur les questions du confinement. Et donc, pour terminer, je vous avais promis de faire un petit retour. Donc, avec Sonia et notre psychologue, on s'était dit, voilà, il y a à peu près 1 millier de personnes qui consultent régulièrement le site de l'ANDAR. C'est énorme. Et comme souvent, on compte sur 10% de réponses, on avait fait un projet avec 100 personnes qui répondent. On s'est permis de nous dire que c'était vraiment pas ambitieux. On nous a demandé de dire, bon, il faudrait 200. Eh bien, bravo, 334. Donc là, vous avez été à la hauteur et plus qu'à la hauteur de mes espérances. Je vous dois bien un petit webinar de ci, de là et même un quatrième.
bien sûr, le but, c'était de savoir ce que vous avez ressenti en étant confiné. Donc, il y en a quelques-uns, peut-être des professionnels de santé qui n'étaient pas confinés. Donc, vous êtes 318, ce qui est quand même énorme, à avoir répondu en étant confiné. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes. On dit dans la polyarthrite, il y a 2 à 3 femmes pour un homme. Bon, là, très clairement, il n'y a que 10% d'hommes. Les hommes ont un petit peu moins répondu. Bon, je n'en dis pas plus, mais je n'en pense pas moins. Messieurs, il faut répondre. Alors, la plupart d'entre vous étaient confinés en maison ou en appartement. Et effectivement, il y a de grandes différences entre celui qui est confiné tout seul et celui qui est avec un conjoint, son ami, des enfants. Et ça, c'est des analyses qu'on fera plus tard, puisque tout ça, c'est chaud. Mais effectivement, il y en a quand même 1 sur 4 qui a été confiné seul. Et confiné seul, je pense que ça doit quand même être beaucoup moins drôle. Et puis, il y en a qui étaient confinés, mais qui ont quand même gardé une activité professionnelle. Ça, c'est bien sûr le télétravail. Alors, qu'est-ce qui m'a rassuré tout de suite? Eh bien, vous voyez, je vous ai montré des petits résultats aux États-Unis et en Allemagne. En Allemagne, 9 sur 10 ont continué leur traitement. Ils sont disciplinés, les Allemands. Eh bien, les patients de Landar, bravo. Mais si vous êtes là, c'est aussi que vous êtes plutôt dans les moins mauvais. Les docteurs, ils savent que ceux qui sont proches des associations, ils font un petit peu mieux que la moyenne. Vous voyez, vous êtes 92% à avoir conservé votre traitement. Bravo, parce que c'est ce qu'il faut faire. Alors, diapo suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous voyez, avant le confinement, donc vous savez que stress, angoisse, anxiété, fatigue, c'est très fréquent. Donc, effectivement, avant le confinement, 1 sur 2 avait stress, anxiété, angoisse. À la limite, je suis étonné que ce ne soit pas plus, parce que les Français dans la rue, si vous leur demandez s'ils ne sont pas stressés et anxiétés, si vous faites ça dans les rues à Paris ou à Lille, il y en a au moins 2 sur 3 qui sont stressés et anxieux. La tristesse, le manque d'entrain, la dépression, 1 Français sur 4 est déprimé. Là aussi, c'est pas beaucoup. Vous avez mis 31%. C'est un chiffre normal. C'est pas beaucoup. Mais bon. Alors, la fatigue, aujourd'hui, je dis toujours qui n'est pas fatigué. Bon. Et aujourd'hui, quand je parle avec les laboratoires sur les nouveaux traitements, je dis oui, en numéro 1, on met la douleur, mais aujourd'hui, sous traitement, il y en a beaucoup qui ont moins mal. Et en numéro 1, c'est la fatigue. Et la fatigue, 90%, la fatigue, elle est omniprésente, plus ou moins forte. Et on a, mais vous voyez qu'il y en a 25% qui ont été confinés tout seuls. Donc, il y a des célibataires, il y a des gens qui se sentent isolés. Donc, on était à 20%. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé après, puisque vous avez répondu à 5 semaines de confinement. Et le but, c'était de savoir si ça allait peser sur votre humeur. Eh bien, vous voyez que 1 sur 2 a été encore plus stressé, anxieux, angoissé. Donc, la sensation d'angoisse et d'anxiété, elle a augmenté chez 50%. La sensation de tristesse et de dépression, vous voyez, elle a augmenté chez 40%. C'est beaucoup, hein? Et la fatigue, alors qu'on pourrait dire, les gens, ils sont confinés, eh bien, il y en a 40% qui se sont sentis encore plus fatigués. Comme on dit, il y en a, on dit, ils sont fatigués à rien faire. Ouais, on est parfois fatigué à rien faire. Vous connaissez l'importance de l'activité physique et vous savez que le seul vrai traitement de la fatigue, c'est l'activité physique. Donc ça, ce sont des choses qu'il faudra creuser. Et pour l'isolement, 1 sur 2 a ressenti une présence et une majoration de l'isolement. Alors nous, on va regarder bien sûr ce que ça peut impacter sur la douleur. Et voyez qu'on pourrait dire, on est confiné, on ne fait rien. Et voyez qu'il y en a 1 sur 4 qui a trouvé qu'il avait plus mal. Et puis bien sûr, ce qui va être très important pour nous, c'est de dire aux docteurs qui vous suivent que là, depuis 8 jours,
Et quand ils vont vous revoir dans les semaines qui viennent en consultation, eh bien, il faut que les rhumatologues, que les médecins de famille, mais c'est quand même le rhumatologue qui est votre médecin principal, il faut qu'on leur donne, et on va essayer de donner ces informations dans les 1 à 2 semaines qui viennent, qu'on leur donne ces éléments, parce que du coup, ils vont avoir en face d'eux des gens encore plus stressés, encore plus tristes, encore plus fatigués, encore plus isolés. Et ça, vous le savez, ça impacte l'évaluation de la maladie. Autrement dit, quand on a moins la frite, parce que vous savez que la frite, c'est le symbole du Nord, et je reste ch'timi, et bien quand on a moins la frite, ben, ça va moins bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudra vous mettre de la cortisone. Ce n'est pas pour autant qu'il faudra augmenter la cortisone. Ce n'est pas pour autant qu'il faudra augmenter le méthotrexate. Ce n'est pas pour autant qu'il faudra changer de biothérapie. Il faudra intégrer ce moins bien-être de sortie de confinement. Donc, c'est une étape et je vous l'annonce, on vous fera une petite enquête spéciale confinement. Je n'en dis pas plus parce que je pense qu'avec le confinement, on va être un peu plus actif, mais vous allez avoir plus peur. Parce que j'ai vu beaucoup de patients qui avaient beaucoup plus peur donc de sortir du confinement. Donc voilà pour les questions sur le confinement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, je te fais remonter quelques questions qui sont passées. Donc, on a notamment, je n'ai pas arrêté le traitement de mon propre chef. Le CHU a annulé ma cure. Et ça, on le sait, il y a eu bien des personnes dans ce cas-là. Pour ma prochaine session à l'hôpital, on me demande d'accepter le risque possible de contracter le Covid en me rendant à ma cure. Comment ne pas être stressé avec ce type de questions? Oui, c'est clair. Alors là, il y a deux choses. Quand vous allez venir à l'hôpital, même en consultation, dans tous les hôpitaux de France et dans les salles d'attente, vous allez devoir remplir un questionnaire de dépistage pour être sûr que vous n'allez pas le ramener. Parce qu'on ne veut pas non plus que vous rameniez le Covid à l'hôpital. Et donc, ne soyez pas surpris, on va vous demander, comme quand vous allez à l'étranger, pour ceux qui ont la chance d'y aller, est-ce que vous êtes fatigué? Bon, bref, vous aurez un questionnaire. Si vous répondez que vous faites de la fièvre, que vous toussez, etc., vous allez être mis dehors rapide. Donc, on va vous poser la question. A priori, à l'hôpital aujourd'hui, on a divisé les consultations par deux. Vous n'êtes que un par un. Il n'y a plus personne en salle d'attente. Il n'y a quasiment plus d'attente à la consultation, même du professeur Flippo. Vous n'avez pas plus de risque de l'attraper qu'en allant faire vos courses, même moins. Et puis, vous n'allez pas chez le rhumatologue tous les jours. Aller en cure, je pèse mes mots parce que j'aime beaucoup mes petits amis. D'abord, je ne sais pas si les cures sont ouvertes et je ne sais pas très bien, voilà, ouvrir les cures. J'imagine que C'était pas la cure au sens thermal, c'était la cure de traitement. Mais la cure de traitement, c'était la perf. Alors ça, c'est clair. Vous devez être soigné normalement. À Lille, on en a discuté déjà la fois dernière, on maintient toutes les cures. Il n'y a aucune raison de ne pas faire vos cures, ni côté docteur, ni côté patient. Là, le traitement est poursuivi, le traitement est maintenu. Il n'y a que le rituximab. Pour ceux qui ont le rituximab, effectivement, avec certains de mes collègues, on a reporté de 1 mois ou 2 pour passer le pic. Donc, c'est vrai. Mais ça veut dire que globalement, votre cure, voilà, vous avez reçu, vous allez recevoir la date pour faire votre cure là, fin mai, début juin. Et il faut y aller. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Toutes les mesures barrières, c'est moins pire que quand je vois ce qui se passe sur la place de la Comédie à Montpellier et la grande place de Lille, où tout le monde se balade. Quand je vais faire les courses, il y a une personne sur deux, il n'y a pas de masque. Si vous avez peur de ça, alors là, c'est clair. Pourquoi pas? Mais alors là, vous restez enfermé chez vous pendant des mois. Mesures barrières.
Je continue ma petite liste. On a eu tout à l'heure la question de quelqu'un qui disait, moi, je suis dentiste libéral. C'est quoi la reco? Je reste chez moi ou j'y retourne? Alors, dentiste libéral, vous savez que elle le sait, hein, le Conseil de l'ordre a très rapidement interdit l'exercice sauf les urgences. La reprise, j'ai un ami chirurgien dentiste, donc on échange. Donc les conditions barrières sont draconiennes, mais les chirurgiens dentistes peuvent reprendre leur activité. C'est une activité très réduite, mais ils peuvent reprendre. Donc, très clairement, là, on est dans la situation où, ben voilà, c'est au cas par cas. Donc, si j'ai quelqu'un qui est chirurgien dentiste, qui a une polyarthrite rhumatoïde, et déjà, si c'est une femme, c'est 2 fois moins pire qu'un homme. Si elle est jeune, c'est le moins pire. Si la polyarthrite va bien, si la polyarthrite est contrôlée, et s'il n'y a pas 3-4 maladies associées, parce qu'elle n'est pas obèse, parce qu'elle n'est pas hypertendue, qu'elle n'est pas diabétique, bref, on peut reprendre le travail. Vraiment, ça va se discuter avec le rhumatologue. C'est possible. Là, on ne peut pas répondre comme ça, mais on peut reprendre avec le respect des mesures barrières. Parce que dentiste, on en a besoin. J'allais dire, c'est important. Puis si elle est dentiste libérale, il faut aussi qu'elle gagne sa vie, hein. Donc, globalement, on peut tout à fait imaginer reprendre. Elle va discuter avec son rhumato, mais par contre, il est aussi possible qu'on lui dise non parce qu'elle cumule beaucoup de facteurs. Là, je ne peux pas répondre comme ça. Oui, bien sûr. Là, c'est individuel et ce sera à voir avec le rhumato pour prendre la décision la plus adaptée. Alain nous dit qu'il a demandé aujourd'hui à faire le test hein, pour savoir s'il avait eu le coronavirus à l'hôpital. Et on lui a dit qu'il n'y avait pas assez de tests, que c'était réservé aux urgences. Et tout à l'heure, la question, et je pense que c'était Alain déjà, c'était pourquoi ne pas systématiser le test au moment de la prise de sang avant la perf? Alors, le test, si c'est le test dans le nez qu'on appelle le test PCR, pour le moment, dans à peu près tous les pays et toutes les grandes maladies, si vous n'êtes pas symptomatique, on ne le fait pas. Autrement dit, on le fait si on est symptomatique et quand on a une maladie auto-immune et des biothérapies, vous êtes dans la liste prioritaire. Donc, vous serez testé. Mais si vous êtes asymptomatique, entre guillemets, ça ne sert à rien. Parce que si vous êtes asymptomatique, si vous faites le test la veille de la perfusion, par exemple, on vous dira, bon, allez, on attend 15 jours, on reporte comme si on fait une grippe ou une bronchite. OK, on reporte. Bon. Si vous êtes asymptomatique et qu'on fait quand même la perf, pour le moment, je vous l'ai dit, avec les biothérapies, on n'a aucune donnée qui montre que ça serait pire. Et puis, je vais un petit peu plus loin. Si vous vous dites, c'est plus prudent, imaginez ceux qui ont des biothérapies à la maison toutes les semaines, tous les 15 jours. Vous allez vous faire le test dans le nez tous les 15 jours pendant 5 ans. Non, il faut être lucide, il faut être intelligent. Donc, le test dans le nez, c'est si on a des symptômes. Maintenant, la prise de sang, quand la prise de sang sera validée, certains disent dans 2-3 semaines, et qu'elle sera remboursée, car elle pourrait être remboursée, et notamment pour les immunodéprimés. Eh bien ça, on verra. Dans 3 mois, dans 6 mois, pour le moment, il n'y a pas de test validé et remboursé. Donc on attend, on verra, et on vous le proposera dans des études. On vous en reparlera. Et donc un dernier commentaire, mais je pense que ça va rejoindre le commentaire que tu faisais tout à l'heure sur sortir faire ses courses et reprendre une vie normale. On nous demande à plusieurs reprises que faire des invitations dans la famille ou avec les amis. Est-ce qu'on sociabilise à nouveau ou pas? Donc j'imagine que ta réponse c'est gestes barrières. Exactement. Je vais donner un exemple, parce que ce n'est pas grave et tant pis. Ma belle-mère a fêté ses 70 ans. C'est 90 ans, qu'est-ce que je dis? C'est 90 ans. Elle a les poumons en compote. Eh bien, on s'est dit qu'à 90 ans, l'espérance de vie, malheureusement, elle se compte comme nous aujourd'hui au jour le jour, mais un peu plus.
Eh ben voilà, elle s'est mise au bout de la table, on a mis des masques, on est 3 médecins dans la famille, on s'est mis à l'opposé, on a fait ça dehors, il faisait beau, et donc globalement, on a fêté ses 90 ans. C'est une responsabilité personnelle pour vous et pour vos proches. Donc il est clair que là aussi, vous êtes plus ou moins fragile. Et ça va dépendre. Si c'est une fête où vous n'avez pas envie d'aller, vous avez une excuse. Si vous avez envie d'y aller, parce que voilà, c'est les 60 ans de mariage de vos parents, c'est les 90 ans, les 100 ans, et bien dans une vie, vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre, geste barrière, et moi personnellement, on n'a qu'une vie, elle peut s'arrêter demain. Donc ma belle-mère, elle était tout à fait consciente qu'il y avait 3 médecins qui pouvaient lui ramener des saloperies. Elle a dit, moi si je meurs demain, je meurs demain, au moins j'ai fait mon anniversaire. Voilà, il faut rester raisonnable, geste barrière, à vous de voir. Donc là aujourd'hui, vous avez l'autorisation à moins de 10. Voilà, faites peut-être pas le mariage à 150 personnes, mais un événement familial important, une dizaine, et on fait attention, eh bien, personnellement, vous avez, non pas ma bénédiction, vous avez mon feu vert. Alors, il restait, Sonia, avant de prendre toutes les questions, l'actualité sur les traitements. Oui. Et là, on peut faire. Il n'y a toujours rien. Donc, aujourd'hui, nous n'avons toujours aucune étude scientifique qui confirme ni l'inefficacité du plaquenil, ni l'efficacité du tocilizumab, etc. Donc aujourd'hui, si on veut faire court, les études sont en cours. Sonia, tu peux gérer la discussion jusqu'à ce que la nuit tombe. Donc allez-y, c'est le moment de poser vos questions, mais j'ai quand même essayé de les faire remonter au fur et à mesure. Donc là, j'ai pas un flot de questions à te poser. Bien sûr, là, ça taquine un peu sur comment on fait pendant les repas. La question reste par rapport aux enfants de 3 et 4 ans. Peut-être que tu peux dire un mot sur tout ce qu'on a entendu sur un syndrome associé au Covid qui a été remonté par les pédiatres. Donc, les enfants attrapent rarement le Covid. Et quand ils attrapent, ils font très rarement des formes graves. Et effectivement, dans ces formes graves, il y a ce qu'on appelle le fameux syndrome de Kawasaki. C'est quelque chose qui existe depuis des décennies, qui arrive souvent après un virus. Donc là, aujourd'hui, c'est quelque chose, dans les plus grands hôpitaux parisiens, ils avaient 1 cas ou 2 par semaine. Et oui, effectivement, maintenant, ils en ont 3 ou 4. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais c'est très rare et ça se soigne. Alors, je sais, les journalistes ont dit un enfant de 3 ans est décédé, mais les enfants qui sont décédés du Covid, c'est très, très rare. Et celui dont on a parlé à la radio, à la télé il y a quelques jours, malheureusement, il n'avait pas que ça. Ils ont d'autres maladies. Voilà. Donc, les enfants, globalement, c'est plutôt eux qui vont nous donner le Covid. Mais eux, à titre personnel, j'allais dire, vous pouvez les envoyer à l'école. Ce n'est pas eux qui courent des risques. C'est parce que c'est eux qui le transmettent. C'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner. C'est pour ça que c'est les profs qui ont plus peur que les enfants. Et je vous rappelle que depuis 2 mois, tous les enfants des soignants, ils vont à l'école. Hein. C'est le personnel prioritaire numéro 1. Il faut bien que les parents ils aillent travailler. Donc, les enfants des soignants, ils sont à l'école. Donc, ceux qui ont peur, c'est plutôt les personnels scolaires. Mais pas les enfants. Les enfants. C'est ça qu'on est en train de voir, hein, les grands-parents qui disent OK, donc comment je fais? Évitons de garder les petits-enfants, des choses comme ça. Voilà, un grand-parent âgé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des grands-parents à 45 ans. Mais un grand-parent âgé, on reprend ce que j'ai dit au début. Si on a plus de 70, plus de 80, si on a du diabète, de la tension, etc., alors là, effectivement, le petit-enfant, il va être ravi. Mais il risque de refiler le Covid à papy et à mamie. Donc là, voilà, ça se discute avec son docteur pour qu'il puisse vous dire si vous êtes très fragile ou pas très fragile, parce que les enfants, il n'y a pas de geste barrière. Hein.
Les enfants, ils viennent vous faire un bisou, on les prend sur les genoux, on leur fait des Mm. bisous. Si c'est pour les enfermer dans des cages, c'est tout. Il faut que les parents trouvent une autre solution. Donc oui, c'est un problème pour les grands-parents parce que vraiment, l'âge, c'est redoutable. C'est au-dessus de 80 ans, il faut être extrêmement prudent. Une personne sur 4 de 80 ans meurt du Covid. 25%. 1 sur 4. Donc bon, c'est vraiment redoutable. Ok, donc on évite de reprendre les gardes des petits-enfants quand on a plus de 80 ans. Ça semble clair pour le moment. On nous pose la question de ce qui est considéré dose à risque avec le méthotrexate et la cortisone. Alors, méthotrexate, on n'a aucune idée. Avec ce qu'on utilise, nous, 10, 15, 20 mg par semaine, on n'a aucun signal. Et dans une étude, il n'y a rien du tout. Donc, pour le moment, aucun signal particulier. Cortisone, petit signal si on a plus de 10 mg par jour. Donc là, si vous avez plus de 10 mg par jour, c'est souvent parce que vous avez une polyarthrite qui est vraiment très active et tout ça, ça se mélange. Plus de 10 mg par jour, attention. On est dans ce qu'on appelle une dose immunosuppressive. Vous voyez, pour reprendre le travail, si vous avez une polyarthrite, traitement de fond, plus de 10 mg de cortisone, alors là, on va plutôt vous laisser à la maison que de repartir vous balader en ville et au boulot. Alors finalement, la question tout à l'heure, la confusion sur la cure thermale est revenue, puisqu'a priori les cures thermales réouvriraient mi-juillet. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Polyarthrite et cure thermale cet été ou pas? donc c'est très simple. Si les cures thermales sont capables d'assurer les mesures barrières. 1. 2. Si vous avez, ne l'oubliez jamais, une polyarthrite qui va bien. Et 3. Si vous n'avez pas trop de médicaments immunosuppresseurs, OK. Pourquoi? Il faut que les cures ouvrent avec des conditions définies. 2. Vous savez que les cures, ça déclenche des crises. Donc, on ne va jamais en cure quand on est en poussée, quand on n'est pas stabilisé. Donc, il faut une polyarthrite qui va bien. Et vous savez que les maladies auto-immunes avec des biothérapies, tout ça, les médecins de cure thermale, ils n'aiment pas trop. Parce que si vous chopez un microbe en cure, vous pouvez faire fermer toute la ville de Cure. Et vous avez 30 000 chômeurs à cause de vous. Donc, polyarthrite et cure, c'est quand on va bien, qu'on n'a pas trop de médicaments immunosuppresseurs, et on va dans les grandes villes de Cure où on est surveillé de près. Voilà. Ok. Donc, pourquoi, Pardon, vas-y. donc pourquoi pas? S'il y en a qui ont prévu d'aller en cure, j'attendrai peut-être plutôt août-septembre. Mais si en août-septembre, c'est rodé, tout va bien, et que vous avez une polyarthrite qui va bien, et vous êtes content des cures, c'est envisageable. Ok, alors on nous pose la question anti-Jack, point d'interrogation. Je ne sais pas si ça demande quelle est la dose d'anti-Jack, mais enfin, Non, il y non. a la dose Anti-Jack, prescrite. si vous êtes aujourd'hui sous anti-Jack et que ça va bien, vous continuez tranquille. Aux États-Unis, ils ont mis des règles de prudence à l'initiation, c'est-à-dire au choix. Donc, on n'est pas américain. Donc, aujourd'hui, les JAK inhibiteurs, ça soigne, ça marche très bien. Par contre, si vous attrapez le Covid, eh ben aujourd'hui, tous vos traitements seront suspendus. Alors, bien sûr, si vous faites une piqûre tous les 15 jours, la question n'est pas opportune, mais les JAK inhibiteurs, vous en prenez tous les jours. Si un matin, vous faites de la fièvre et que vous toussez, vous arrêtez le traitement et vous en parlerez au docteur et on gérera ça après. Alors on nous dit, pour accueillir ces petits-enfants cet été, faut-il faire avant le test et eux également? Mais on va revenir sur ce que tu commentais tout à l'heure, à dire que finalement le test, il faudrait le faire tous les jours. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est-à-dire que, bon, on verra déjà si ça remonte un peu beaucoup passionnément à la folie. Mm. Et effectivement, c'est vrai que aujourd'hui, ceux qui vont se faire opérer, on les teste la veille, puisqu'on sait qu'on est positif un jour ou deux avant.
Donc ça veut dire que si un jour ou deux avant, il n'y en a pas, il n'y en a probablement pas. Donc aujourd'hui, pour les gens qui sont opérés, on leur fait le test la veille de l'opération. Alors, c'est intelligent comme question. Hein. On pourrait se dire, je vais tester mes enfants et s'ils ne l'ont pas, c'est qu'ils ne sont pas porteurs sains. Donc, ils peuvent venir. Mais ça veut dire qu'il faudra les tester 24-48 heures avant. C'est pas idiot, mais honnêtement, je n'aurai que 4 petits-enfants à la maison cet été. Ben, je vous dirai, on en reparlera au webinaire numéro 4. Le post-deuxième vague, je sais pas si c'est humain. On va pas s'en sortir. Enfin, si le Covid ne disparaît pas rapidement, c'est pas possible toutes ces questions. Ça sera pas viable. On va pas se tester tous les 6 mois. Non, c'est pas possible. On en reparlera dans le webinaire numéro 4. Alors, on te demande de préciser ce que signifie exactement une polyarthrite équilibrée ou qui va bien. C'est une polyarthrite en rémission. Point. C'est-à-dire qui va bien. C'est mon patient qui me dit « je vais bien ». Voilà. Ok, donc une maladie qui n'est pas active. Une maladie qui n'est pas active, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus réveillé la nuit, qui n'a plus de douleur le matin, qui ne met pas 1 heure pour se mettre en route, il n'a plus de gonflement, il a une bonne prise de sang, c'est bon. C'est ce qu'on appelle la rémission ou le faible niveau d'activité. Hein, c'est-à-dire, j'ai plus vraiment mal, j'ai plus vraiment de gonflement, j'ai une bonne prise de sang, je ne prends pas beaucoup, pas de cortisone. Donc, le rhumatologue, il vous dit, vous êtes en rémission ou en faible activité. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Et c'est le cas de 60 à 80% d'entre vous aujourd'hui, même si vous n'avez pas la chance d'être soigné par moi, mais bon, ça c'est une plaisanterie, bien sûr. Oui, n'allez pas tous demander des rendez-vous au professeur Flippo, sinon ça va être compliqué. Bon, voilà, là ça fait 1h30. Je pense qu'on a eu quelques petits soucis techniques, mais je crois que le 4e, on va être au top. Le 4e, on va être au top. Bon, j'en profite. Donc, évidemment, merci beaucoup, professeur Flippo, pour tout ce temps consacré à toutes les questions, etc. Et donc, il nous en promet un 4e. Hein, donc, bien sûr, on le prend avec plaisir. J'en profite également. Pardon ? Dans un mois. Dans un mois. Donc, j'en profite aussi pour vous donner rendez-vous le 24 juin pour la 3e session d'auto-hypnose que vous avez réclamée également avec le docteur Chaboch. Donc là, on tient vraiment 2 leaders de nos webconférences entre le professeur Flippo et le docteur Chaboch. Donc, merci une nouvelle fois, René Marc, pour ta disponibilité, toutes tes explications et cette clarté. Merci à vous et encore pour la grosse participation à l'étude. On en reparlera. Merci beaucoup, très bonne soirée à tous et donc à la prochaine fois. Bisous. Au revoir everybody. Au revoir. Allez, ciao, ciao.